Le marché des chaussures de trail et de running est vaste, avec de nombreux modèles disponibles, mais surtout deux extrêmes très différentes. Les chaussures minimalistes, d'un côté, légères, souples, près du sol, et les super shoes, de l'autre, avec plaques carbone, mousse dynamique et rocker. Dans ce Scientific Day partie 3, j'ai à nouveau le plaisir de recevoir Guillaume Raoult, chercheur en sciences du sport à Aix-Marseille Université. Et ensemble, nous décortiquons ces deux extrêmes afin de comprendre si en réalité, le meilleur choix ne se trouve pas la plupart du temps au milieu. Nous répondons à des questions comme: les chaussures minimalistes sont-elles efficaces pour prévenir les blessures? Quelle est l'influence des nouvelles mousses sur l'économie de course? Qu'apportent vraiment les plaques carbone et sont-elles utiles en trail et en ultra où les vitesses de déplacement sont souvent faibles? Après cet épisode, vous saurez tout sur l'évolution des chaussures et comprendrez pourquoi il est important d'adapter votre choix à vos besoins spécifiques, à votre morphologie et au terrain sur lesquels vous allez courir. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, chaussures à son pied, partie 3. Eh ben, re-salut Guillaume, comment ça va toujours depuis l'enregistrement de la partie 2 il y a quelques heures? Eh ben ouais, écoute, toujours ravi d'être là. On a pris une pause un peu plus longue que prévu, mais on a bien tchatché entraînement, UTMB, musculation, c'est revenu sur le terrain et là on va essayer de se remettre dans le bain des chaussures. Donc on se retrouve pour parler des chaussures, comment choisir ces chaussures, des différentes caractéristiques qui peuvent nous amener à choisir une paire plutôt qu'une autre et de quels sont les effets de ces caractéristiques sur plein de choses. On s'est arrêté dans cette partie 3, on s'est arrêté dans la partie 2, on a abordé plein de choses, le drop, le contrôle de la pronation, etc. Et là, on a dit qu'on allait commencer par le sujet que j'ai pas eu le temps d'aborder dans la partie 2, qui est le minimalisme. Alors, j'ai vérifié, il n'y a aucune chaussure minimaliste réellement dans ce que je t'ai amené. Peut-être la plus minimaliste, ce serait celle-ci. Je pense, faudrait voir à quel point elle se tord, mais j'en ai aucune. Je veux pas être trop critique. Et je te laisserai la liberté de dire que t'es pas forcément 100% d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, mais ma lecture de l'approche minimaliste des chaussures, c'est la suivante. Je me dis que d'une part, j'avais l'impression que les papiers qui mettaient en avant un effet du minimalisme sur la protection des blessures, ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien, et même les papiers, je me souviens d'un qui a fait une période de transition minimalisme super long, et il montrait pas spécialement d'effet. Et de notre côté, dans la recherche de performance, j'ai pas l'impression que ce soit ultra cohérent avec la recherche de perf. Et quand on parle, si on met le volet ultra trail, peut-être encore moins cohérent le très minimalisme qu'on pourrait associer à du barefoot, on va dire, donc du pied nu. Et du coup, ce qui m'en vient, moi, à être aujourd'hui dans une position, pour aborder cet épisode, au moins je rentre cash dans le sujet, à une position où je me dis, je vois pas trop pourquoi j'utiliserais du minimalisme, du chaussure minimaliste, ou pourquoi je le recommanderais à qui que ce soit. Pas parce que je trouve que les chaussures sont nulles, mais parce que je trouve que c'est pas forcément adapté. Alors pourquoi pas pour vivre tous les jours, pourquoi pas pour aller se promener en forêt tranquillement, mais dans l'entraînement, les compétitions, la recherche de perf, la prévention des blessures, quand on court avec, j'ai pas l'impression que ce soit pertinent. Est-ce que tu as cette lecture comme moi de la littérature? Est-ce que tu veux rappeler aux auditeurs ce que c'est que le minimalisme? Et c'est quoi ta position là-dessus? Qu'est-ce que tu peux nous apporter sur cette, je vais pas dire mode, mais sur cette... Ouais, j'ai un peu envie de dire mode quand même. Ouais, alors pour repartir côté historique, le minimalisme, pour moi, ça a eu plusieurs effets bénéfiques ou non. C'est parti d'un papier dans un gros journal qui s'appelle Nature et un papier de Lieberman 2010, je crois. Lieberman qui est un ethnologue ou anthropologue, voilà, et qui a regardé les gens courir en disant regardez, en Afrique on a telle tribu qui court avec tel style de course, et la philosophie qui a découlé derrière, ça a été de dire en fait on est fait pour marcher, courir, se déplacer pieds nus, avec des attaques plutôt médio avant-pied, des fréquences de foulée relativement élevées, et pas d'amorti, pas de support, pas d'aide, en fait, puisque évidemment dans le pied nu, il n'y a pas de support anti-pronation dont on parlait ce matin, il n'y a pas de crampons, il n'y a pas d'amorti, il n'y a rien. Et donc, pour moi, le gros avantage et le gros bénéfice de ce papier-là et de tout le courant qu'il y a eu derrière, ça a été de mettre un énorme coup de pied dans la manière dont les marques, les constructeurs de chaussures pensaient la chaussure. En disant, avant cette période-là, on avait des drops qui étaient entre 8 et 12, des fois 14 même, qui étaient hyper élevés, avec des chaussures qui étaient très
aidante avec du contrôle de pronation, avec des plaques, par exemple la Wave de Mizuno qui était donc et à l'inverse, on avait des chaussures de marathon qui étaient ultra fines et avec certains drops et tout ça, mais il n'y avait pas forcément de... C'est un peu péjoratif ce que je vais dire, mais il n'y avait pas de grosse réflexion à dire, bon, qu'est-ce qu'on peut changer dans une chaussure le projet... le papier de Lieberman et le courant minimaliste qui a suivi, plus le projet Sub2 de Nike sur les super shoes dont on parlera juste après, pour moi, ces deux moments, ces deux instants ont vraiment révolutionné la manière dont les marques envisagent les chaussures. Donc de ce point de vue-là, ça a été un gros coup de pied dans la fourmilière et ça a amené à des évolutions qui, de mon point de vue, sont vraiment intéressantes. Et de la réflexion, on peut dire. Ça a vraiment amené de la réflexion et peut-être que c'est pas ultra pertinent ce qu'on fait. C'est ça. En tout cas, il y a peut-être un autre chemin que ce qu'on a l'habitude de faire. Et après, par rapport à, tu vois, à l'impact du minimaliste et des chaussures minimalistes, pour moi, l'intérêt, c'est de venir peut-être un peu plus laisser travailler le pied. Le pied pendant la foulée. En gros, si je reprends cette chaussure-là là, dont on parlait dans l'épisode 2, c'est une chaussure qui est très très proche du pied et qui, pour certains coureurs, selon la morphologie du pied et la géométrie du pied, notamment si l'avant-pied est un peu large, qui va un peu restreindre le pied au moment de l'écrasement et au moment de son étalement. Et ce point-là, ça peut avoir deux aspects qui sont peut-être un peu opposés. Le premier, c'est un aspect contre-productif parce qu'il risque d'y avoir de la douleur. C'est-à-dire le pied qui ne peut pas s'écarter comme il veut et qui a besoin de s'étaler au niveau de l'avant-pied et qui ne peut pas le faire. Et donc, potentiellement, il y a pas mal de terminaisons nerveuses et tout qui vont être impactées. Juste pour les auditeurs, on parle, pour les personnes qui écoutent en audio, on parle de la S-Lab Pulsar 3. Mais en même temps, on va aussi augmenter un peu la précision. La précision de la pose et la précision des ressentis, puisque les mouvements de la chaussure seront, entre guillemets, directement transmis au pied. Donc on a peut-être un meilleur contrôle dans des terrains un peu touchy, où il faut savoir où on met le pied. Voilà, donc globalement, la partie minimaliste avec des two-box qui sont très larges, elles vont potentiellement laisser le pied travailler, en tout cas ne pas restreindre le mouvement du pied. Et puis, la conséquence de ça, c'est si on a besoin d'avoir un pied qui, à certains moments, est beaucoup plus rigide parce qu'on a besoin de transmettre beaucoup plus d'efforts, eh ben, notre pied, il va se renforcer en musculature. Et donc, tous les muscles intrinsèques du pied, on peut les travailler en muscu, et c'est même une très bonne idée de les travailler en muscu et de les renforcer parce que c'est notre seul contact avec le sol. Et donc, si on a de la déperdition d'énergie, si nos muscles intrinsèques se fatiguent, potentiellement, on est moins performant, on est moins efficient. Mais il y a un autre moyen de les travailler, à part la muscu, c'est potentiellement d'avoir des chaussures qui sont très souples, qui n'ont pas de contrôle, qui laissent le pied se dérouler naturellement. C'était un peu l'idée des Nike Free à l'époque, au moment où elles sont sorties. Et pour moi, les chaussures minimalistes, ça peut être intéressant de les inclure, peut-être pas dans l'entraînement, parce que comme on disait dans la partie 2, ça risque de modifier fortement les zones où les contraintes mécaniques sont appliquées, mais dans la vie de tous les jours, ça peut être super. C'est-à-dire, vous avez une profession qui est majoritairement debout, vous vous déplacez, vous marchez beaucoup. Et ben, ça peut être intéressant à ce moment-là d'avoir des chaussures à index minimaliste relativement faible, qui vont justement permettre, ou relativement élevées, justement, ouais, plutôt des chaussures plutôt minimalistes, on va dire, à tendance minimaliste, voire très minimaliste, qui vont laisser le pied se muscler naturellement. Il faut juste faire une parenthèse et un point de vigilance, c'est que si vous portez ces chaussures-là toute la journée, vous allez fatiguer les muscles intrinsèques du pied, les muscles qui vont être autour de la cheville, et si vous allez courir le soir, ben vous allez être moins réactif et potentiellement, ça va être plus à risque de blessure. Voilà. Donc, plutôt une vision de minimalisme dans la vie quotidienne, dans de l'activité physique ou dans la vie de tous les jours pour un peu muscler ses intrinsèques du pied, et plutôt à l'entraînement des chaussures qui sont
Je vais pas dire forcément maximaliste, hein, parce qu'on peut, tu vois, si on prend celle-là, on peut, donc c'est la MTL Long Sky 2 de Merrell, on peut courir avec elle. Elle est pas minimaliste, mais elle est pas non plus au haut du spectre maximaliste, mais au moins, si j'ai bien compris ta réponse, un espèce de minimum de support, protection, amorti pour pouvoir rentrer dans une démarche d'entraînement un peu plus robuste, enfin plus pertinente. Oui, en fait, là encore, on va être vraiment sur de l'individualisation. C'est-à-dire que certaines personnes ont besoin d'un amorti conséquent sous le pied pour se sentir bien. Et surtout sur du long, on va dire la qualité de l'amorti ou la perception de la qualité de l'amorti évolue aussi dans le temps. Et potentiellement, une chaussure qui est très fine avec un amorti quasiment inexistant, au début, on va être capable de le tolérer. Et puis, sur plusieurs heures, ça va devenir un point gênant, voire un facteur limitant de la perf, voire un facteur d'abandon. Donc, si on est capable de tolérer des chaussures minimalistes qui accrochent bien, qui nécessitent un contrôle actif au niveau des muscles intrinsèques du pied important, plus important, mais qu'on est capable de tolérer tout ça, que le niveau de perf est bon et qu'on se blesse pas au fur et à mesure de l'entraînement et que, en gros, ça nous correspond, pas de problème. Voilà. Donc, mais ça fait quand même beaucoup de si. Oui, et puis des fois, j'ai un peu l'impression aussi dans ces si qu'on se dit si je tolère ces chaussures, ce sera mieux. Je sais pas quoi mieux, mais ce sera mieux. Par contre, il me faut 3 ans pour les tolérer. Et moi, je suis genre, bah ouais, mais en tout cas, moi, là, si je mets ma casquette d'entraîneur, je pense qu'en 3 ans d'entraînement, juste pour tolérer, ou 2 ans ou 1 an d'entraînement, juste pour tolérer une paire de chaussures, de manière ultra progressive, j'ai le sentiment que je pourrais te faire gagner en tant qu'athlète beaucoup plus de choses avec 1 an d'entraînement qu'avec juste 1 an que tu gagneras à juste forcer à tolérer une paire de chaussures. Alors ouais, complètement d'accord avec toi. À un détail près, là tu parles de coureurs non blessés. Oui, exact. Si tu rentres dans un coureur avec une pathologie, par exemple tendinite rotulienne, tendinopathie rotulienne, où on sait que le minimalisme, en tout cas des drops plus faibles, va amener à une modification des contraintes ou un déplacement des contraintes mécaniques. Ça peut valoir le coup de baisser un petit peu le drop et d'aller vers un petit peu plus de minimaliste. Comme ça vaudrait le coup, quelqu'un qui a des blessures répétitives à la cheville ou au tendon d'Achille, de dire, ou au pied, peu importe, remonte ton drop, réaugmente en maximaliste, vers du maximaliste pour localiser les contraintes les plus fortes plutôt au niveau du genou et du bassin, et donc soulager la zone où tu te blesses régulièrement. Ça, pour moi, là, on revient sur tout ce qu'on a raconté dans l'épisode, toi et moi, sur la foulée, où on parlait bien de déplacement des contraintes. Ouais, tout à fait, exactement. Au final, la chaussure, c'est un outil de performance, mais c'est aussi un outil de modification de la foulée. Et cette modification de la foulée, elle peut avoir des implications sur la perf, et elle peut aussi avoir des implications sur la survenue de blessures ou sur la récupération après la blessure. J'avais des fois l'impression, il y a un terme que tu as utilisé dans la partie qu'on a fait ensemble sur la foulée, un terme que j'ai réutilisé des fois pour répondre à des commentaires parce que je le trouvais vraiment pertinent, interaction homme-matériel. Et des fois, il y a des gens qui disent moi je veux courir avec des chaussures minimalistes et qui oublient des fois que c'est une interaction entre son corps et ce que notre corps peut tolérer, accepter, et le matériel qu'on va utiliser, en disant non, je veux des chaussures légères pour aller en montagne. Et des fois, il faut que tu acceptes que ton matériel doit coller peut-être avec la montagne, que ton matériel doit coller aussi avec toi, tes capacités, tes qualités, et que c'est une interaction, que vous allez créer ensemble quelque chose et que tu peux peut-être pas forcer l'interaction dans tous les sens que tu aimerais. Ouais, complètement. En fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On a chacun individuellement, et c'est dépendant de notre historique d'entraînement, de notre historique de blessure, de nos perceptions, voire de notre culture, on a des capacités d'adaptation. Et pour moi, la meilleure chaussure, c'est celle qui va le moins solliciter nos capacités d'adaptation. Parce que, en gros, si on prend l'exemple d'un couple, ça va être le coup de foudre, ça va matcher de suite entre votre manière de courir, enfin la manière de courir de la personne à cet instant T, ses objectifs de perf, voilà, et ce que la chaussure peut offrir. Et c'est vraiment de l'interaction, c'est vraiment un couple qui se crée, et ce couple, il évolue,
puisque quand on achète la chose, les mousses sont neuves, le chausson, la tige et tout ça n'est pas formé. Et quand on voit tes chaussures, au final, on voit que on va dire la tige a évolué et il y a certains mèches qui sont un peu poussés d'un certain côté. Donc, ça veut dire que globalement, ton pied, notamment ton premier méta ici, il essaye, tu vois, de rentrer à l'intérieur de la chose. Et une chaussure qui aurait un renfort à cet endroit-là, même si toutes les autres caractéristiques seraient au top, et ben potentiellement, sur de la course, tu seras pas bien avec et tu vas les laisser de côté. Ou l'exemple qu'on a donné il y a 2 secondes où je trouvais par exemple que j'avais dit les Hoka pour l'échappée belle, j'ai failli les prendre, mais chez moi, pas chez tout le monde, hein, mais chez moi, les contreforts montent un peu haut sur les malléoles, ça va me gêner moi tout seul. Et ce que tu disais, la chaussure, il faut qu'elle sollicite le moins possible nos capacités d'adaptation. Ça ne veut pas dire que par exemple, dans la vie de tous les jours ou sur des sorties balades en montagne, on ne peut pas décider de partir avec quelque chose de plus minimaliste pour solliciter un peu plus les intrinsèques. Alors là, complètement, en fait, on rentre dans la différence entre... Pour moi, la compète et l'entraînement. La compète, le but, c'est d'être performant et donc de pouvoir délivrer le meilleur de nous-mêmes sur la durée pour atteindre l'objectif et le meilleur objectif possible. Maintenant, à l'entraînement, la philosophie peut être complètement différente et se dire, en fait, justement, à l'entraînement, je vais solliciter des zones qui vont me permettre d'être meilleur et de me développer. Et la chaussure est un outil pour ça. La chaussure minimaliste peut en être un. Et voilà. Avec toujours la limite que, notamment en course à pied, quand on vient solliciter sur des cycles répétés avec des niveaux d'effort et de contraintes mécaniques importants, il y a un risque de blessure. Et voilà, donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Ouais. Et là, si je me permets un petit commentaire en tant qu'entraîneur, c'est encore une fois, ça m'ennuierait qu'un athlète me dise j'ai pas pu faire ma séance de VMA en entier parce que parce que je suis pieds nus sur la piste et c'est trop contraignant donc j'ai pas pu la faire. Je trouve qu'il y a peut-être plus de bénéfices à faire la séance que à pas la faire parce qu'on est pieds nus. Il y a un mythe souvent, il y a une info souvent que j'entends et j'ai pas la réponse quand on me le demande et je voulais aborder ce point avec toi. L'idée que une chaussure maximaliste ou une chaussure un peu épaisse, amortissante, un peu grosse, on va prendre, allez si tu veux, on prend celle-là en exemple. C'est la Lova Fortux, c'est la plus grosse, je pense, que j'ai à la maison, ou la Merrell, peu importe, la Merrell Agility Peak, qui sont un peu qui sont un peu maximalistes, qui sont un peu grosses, un peu amortissantes. Il y a l'idée qu'avec ce type de chaussures, qui sont un peu grosses, on peut se démuscler le pied si on les utilise trop souvent et que du coup c'est plus intéressant de courir avec des choses beaucoup plus light. Allez, je prends l'opposé, la Lova Situx, tu vois, si on les met en opposition, elles sont très différentes. Moi, je me dis quand même, imagine, je fais une sortie, je vais rapidement avoir 15 000, 20 000 impacts sur mon pied, sur mes intrinsèques du pied. Du coup, ils vont prendre 15 000, 20 000 impacts, quelle que soit la chaussure. Selon toi, est-ce que c'est une réalité, cette idée que si je cours, par exemple, beaucoup avec les Agility Peak 5, je vais un peu démuscler mes intrinsèques du pied, alors qu'avec la Situx, non? Ou est-ce que non, le pied travaille quand même si on a une chaussure maxi? Alors, le pied travaille forcément, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même faire passer l'effort, la puissance et l'énergie qu'on a générée par le haut du corps, il faut le faire passer au sol pour pouvoir pousser par terre et avancer. Après, moi, j'aurais plutôt une réflexion, pas forcément sur l'épaisseur de la mousse, donc sur le stack, mais sur la qualité de la mousse et sur la raideur et la viscosité de la mousse. L'exemple imagé, c'est quand on est sur un tapis de gym qui est très épais et très souple. Quand on veut appuyer fort dessus pour décoller et monter, un tapis de réception, je parle, tapis de réception de gym, on a besoin, en fait, intuitivement, on sent que on a beau pousser tout ce qu'on veut, il se passera rien. Et ben, quelque part, pour moi, l'exemple, c'est vraiment l'image d'une semelle intermédiaire avec une mousse qui est trop molle et qui va nécessiter énormément d'efforts au niveau des intrinsèques du pied pour arriver à faire passer le dynamique, à faire passer l'effort et faire avancer la chaussure. Et on peut avoir la même chose dans l'autre sens en termes de perception, en termes de senso. Si la mousse est trop souple, en fait, elle va venir gommer les informations qui peuvent provenir du sol. C'était un peu le cas sur les toutes premières Hoka, justement, les Mafat, je crois, qui étaient vraiment très très épaisses et très très molles.
Et les retours des coureurs au bout de quelques temps d'utilisation, c'était... alors, est-ce que c'était vrai ou non? Je sais pas. Enfin, est-ce que c'était statistiquement prouvé ou non? Je sais pas. Mais c'était potentiellement un peu plus d'entorse ou un peu plus de pieds qui partent. Et puis, des problèmes de proprio. Et donc, au bout de quelques temps, les coureurs qui aimaient courir avec ces chaussures-là, parce que en dehors de ces aspects-là, elles avaient aussi des grandes qualités, mais au niveau d'entraînement, il y avait deux paires de chaussures. Une chaussure qui était du coup plutôt épaisse, donc maximaliste, avec une mousse très souple. Et d'ailleurs, toi, dans tout ton panel de chaussures, t'as pas trop de mousse souple, donc peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais donc des chaussures avec des mousses très souples qui sont hyper confortables parce que quand on met le pied sur quelque chose de souple, ça peut avoir un confort d'accueil qui est très important. Voilà, mais il y a des limites aussi. Et puis ça, c'était contrebalancé avec des chaussures qui étaient soit beaucoup moins épaisses en termes d'épaisseur de semelle, soit avec des mousses un petit peu plus rigides. C'est super clair. C'est vrai que je t'ai mis les chaussures... devant toi, et là en plus j'ai mis la Lova qui ont justement une mousse qui est relativement raide, hein. Ça fait partie des choses que j'avais fait remonter dans mon test, mais moi j'aimais bien, donc peut-être qu'effectivement j'ai un penchant pour celle-là. Et bah du coup, quand on parle de mousse comme ça, et de mousses qui sont plus ou moins raides ou plus ou moins souples, ça me fait penser ça m'ouvre la porte un peu à la thématique numéro 2 que je voulais aborder avec toi, qui va concerner un petit peu les super shoes. Enfin, qui va concerner complètement les super shoes, pas qu'un peu. Les super shoes, si je vulgarise un petit peu ce que c'est qu'une super shoes, ça va être caractérisé par la présence d'une plaque carbone et une mousse nouvelle génération ultra rebondissante, ultra dynamique. Ça te va comme vulgarisation? Oui, tout à fait, avec une caractéristique supplémentaire qui est aussi la forme de la semelle qui est un peu différente. Avec ce qu'on appelle un rocker, donc c'est en fait l'inclinaison ou la courbure de l'avant et de l'arrière de la chaussure. Donc ça va être une super shoes, et dans la super shoes, aujourd'hui, il y a deux points moi, que j'aimerais aborder avec toi, l'amorti, les mousses elles-mêmes et les plaques carbone. Je ne sais pas par laquelle tu préfères qu'on commence, je ne sais pas s'il y a une logique à commencer, mais là, comme on parlait un petit peu des mousses et de la rigidité, je te propose qu'on attaque par celle-ci. On a parlé plusieurs fois du fait que tu avais toi et moi, ou de manière générale, qu'il y avait une évolution des mousses, que les mousses avaient pu changer, qu'il y avait des mousses à différentes densités, à différents amortis. Qu'est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu sur les mousses avant que je rentre dans mes questions un peu plus poussées? Alors les mousses, c'est un aspect qui est à la fois commun et hyper spécifique à chaque chaussure. Au final, jusqu'à l'arrivée des super shoes, il y avait globalement deux types de mousse, les EVA et le polyuréthane du PU, qui sont on va dire des formules chimiques qui permettaient d'avoir une certaine mousse qui soit à la fois relativement souple, pas trop lourde, et durable dans le temps en termes de répétition d'impact pour pas trop qu'elle se déforme et qu'elle s'abîme. Et donc, en jouant sur les compositions chimiques, les fabricants peuvent avoir différentes raideurs de mousse, soit plus souples, soit plus raides, justement. Et ça, c'est une partie des caractéristiques mécaniques de la mousse, c'est la partie raideur. Et il y a une autre caractéristique qui est au moins aussi importante et qui a été beaucoup... on va dire, amélioré avec les super shoes, c'est le côté viscosité. C'est-à-dire, en fait, c'est la capacité de dissipation d'énergie de la mousse. En gros, c'est quand j'appuie dessus, est-ce que ma mousse, elle revient rapidement ou est-ce qu'il faut du temps pour qu'elle revienne à sa position initiale? Un espèce d'effet rebond? Oui, on peut le dire comme ça, même si... c'est pas un trampoline, enfin c'est pas un tremplin sur lequel la chaussure nous renvoie, mais dans l'idée c'est ça, c'est de la déperdition d'énergie ou non, et du renvoi d'énergie. Avec les super shoes, on est passé sur un autre type de mousse qui s'appelle du Pebax, et qui a la particularité d'être relativement souple, et à la fois très peu visqueux. Donc en fait, on a un dynamisme qui est très important au niveau de la mousse. Et il y a une troisième caractéristique, c'est une densité qui est très faible, enfin qui est, on va dire, plus faible que les autres mousses. Donc en gros, on est capable d'avoir des semelles qui sont plus épaisses,
donc qui ont un amorti qui est un petit peu plus important, parce que si on empile 3 tapis, on sera plus amortissant que s'il n'y a qu'un tapis. Donc, des épaisseurs de semelles qu'on appelle le stack, donc des hauteurs de semelles qui sont plus épaisses, tout en ayant un amorti qui soit, une semelle qui soit, une mousse qui soit relativement souple et très dynamique avec une viscosité qui est relativement faible. Et quand on combine tous ces points-là, eh ben, on a des caractéristiques de mousse qui sont vraiment très différentes de celles qu'on avait avant. Donc là, j'en ai que 2. Je les mets devant, comme ça on les verra quand tu pourras regarder. C'est la Metaspeed et la Metafuji Trail de ASICS. C'est les 2 seuls que j'ai en Super Shoes. Est-ce qu'on a des études aujourd'hui, on a du recul sur ces mousses spécifiquement, qui montrent effectivement un dynamisme accru, qui montrent une amélioration des performances ou quelque chose comme ça? Alors, les études qu'on a, de mémoire, je ne sais pas si on a des études uniquement sur les mousses, parce que la Super Shoes, c'est un combo des trois facteurs dont on parlait avant. La mousse, la présence de la plaque carbone, présence, forme, caractéristique, voilà, tout ce qui va avec, et le rocker, donc la forme incurvée, un peu banane, à l'avant-pied ou à l'avant et l'arrière-pied selon les chaussures. Donc je ne sais pas si on a trop d'études là-dessus. Ça me rappelle une étude de Hugh Gamer où il avait essayé donc il a travaillé sur le projet Sub2 avec Nike et avec Roger Cram, et ils avaient essayé de discriminer la part des 4% qui était due à la plaque, la part des 4% qui était due à la mousse. De mémoire, on était soit équivalent, soit un petit peu plus en faveur de bénéfices de la mousse plutôt que de la plaque. Mais encore une fois, c'est un combo, donc il n'y a pas vraiment Enfin, chaque facteur pris indépendamment aura moins d'effet que la combinaison de tous. Est-ce qu'il serait possible d'avoir demain une chaussure avec ces mousses spécifiques que tu viens de décrire, mais qui n'ait pas les autres caractéristiques? Ou est-ce que ça ferait une chaussure trop bizarre sous le pied, trop instable ou particulière? Alors, tu vois, l'instabilité, c'est rigolo que tu le mentionnes, parce que cet été, on est allé voir le triathlon au jeu, et on était sur les champs, et à l'endroit où il y avait un virage, il faisait un rond-point, et bon, la quasi-totalité des triathlètes étaient en Super Shoes, donc avec des stacks relativement élevés, donc des épaisseurs au niveau du talon relativement élevées. Et en fait, ils faisaient 4 tours pour la partie à pied. Sur les 2 premiers tours, le pied était posé, et dans le virage, ça bronchait pas trop. Sur les 2 derniers tours, avec la fatigue, voilà, on voyait clairement des athlètes qui posaient le pied, et pas qui se faisaient une entorse de cheville, mais la cheville qui était beaucoup moins stable que sur les tours d'avant. En particulier parce que la hauteur de semelle est plus grande, la mousse est plus souple, et donc il y a plus d'enfoncement, et il faut contrôler cet enfoncement-là. Est-ce que cette souplesse, cette mollesse des mousses, c'est la raison pour laquelle dans une Super Shoes, il y a une plaque carbone qui a été rajoutée? Puisque on en avait parlé un peu toi et moi, le principal effet d'une plaque carbone, et on va revenir dessus avec des résultats d'études là-dessus, le principal effet d'une plaque carbone, c'est rigidifier la chaussure. Est-ce que c'est la raison pour laquelle dans la construction d'une Super Shoes, ils ont dit il y a des mousses de ouf, mais ça bouge un peu dans tous les sens, on va mettre une plaque, au moins c'est super raide et on a les 2 mondes? Ou est-ce que je me plante complètement? Peut-être. En tout cas, encore une fois, dans le projet Sub2 de Nike, l'idée géniale, ça a été de dire, on déconstruit tout ce qu'on sait sur la chaussure, sur toute la perf, d'ailleurs, parce qu'ils sont allés sur de la nutrition, sur de l'aéro, sur de l'entraînement, donc ils sont allés sur tous les aspects. Mais pour ce qui concerne la chaussure, ils sont partis d'une feuille blanche en disant, qu'est-ce qu'on sait qui potentiellement améliore la perf? Le poids, des mousses qui potentiellement sont moins visqueuse et donc un petit peu plus dynamique. Et puis, il y a des études de Stéphane Ishin où il avait rajouté des plaques carbone, des plaques rigides dans la chaussure, et qui avait montré que pour certains athlètes, il y avait à même vitesse de déplacement, un besoin un peu moins important d'effort musculaire. Et donc, en mettant tous les ingrédients ensemble, en secouant fort, et avec
beaucoup de jus de cerveau et un peu des sous, un peu beaucoup, ils sont allés vers la Vaporfly. Donc c'est peut-être une combinaison de tout. En tout cas, je pense que c'est plutôt parti d'une réflexion perf en disant qu'est-ce qu'on sait qui améliore la perf. Et voilà. Mais comme tu dis, hein, et tu as tout à fait raison, l'effet induit, à mon avis, c'est que la plaque carbone rigidifie le pied, enfin la sensation sous le pied, et vient peut-être équilibrer ou contrebalancer un peu la souplesse de la mousse. Une réponse, un mythe souvent, et là j'en viens aux plaques carbone, c'est que, en tout cas, pareil, il y a certaines personnes qui le croient, je suis pas convaincu par ça, qui disaient que les plaques carbone c'était un peu juste du gadget pour vendre des chaussures plus chères, parce que c'est vrai que souvent les chaussures à plaques sont plus chères, malheureusement. Pourtant, quand tu regardes la méta-analyse que j'ai vulgarisée dans la partie 1, j'ai oublié son nom, qui s'intéresse à l'effet de la rigidité longitudinale de la chaussure. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, la rigidité longitudinale, c'est la capacité à tordre une chaussure sur elle-même, d'avant en arrière. Guillaume vous fera après entre deux chaussures. Que au plus la chaussure était rigide, au plus tu as observé une économie de course. Est-ce que toi tu penses que les plaques c'est un mythe un peu, ou est-ce que tu penses que c'est effectivement quelque chose qui a vraiment un effet et qui a vraiment révolutionné un petit peu les chaussures qu'on connaît? Alors, oui, ça a révolutionné, clairement. Et après, est-ce que ça a un effet en moyenne à l'échelle du groupe? Oui. Puisqu'il y a pas mal d'études, y compris indépendantes et tout ça, qui ont montré un bénéfice. Un bénéfice qui est d'autant plus grand que la vitesse de course est importante. Encore une fois, on est à l'échelle du groupe. Quand on arrive à l'échelle individuelle, là, on remarque une énorme variabilité inter-individuelle dans la réponse. Donc, peut-être que certains coureurs vont avoir une économie de course améliorée avec la Metaspeed d'ASICS. D'autres, ça va être avec la Vaporfly de Nike. D'autres, ça va être avec l'Adidas. Et puis, il y a des coureurs, et de manière purement contre-intuitive, qui auront une meilleure économie de course avec des chaussures qui ne sont pas des super shoes. Et si les gens dont tu parles font partie de cette dernière catégorie, ben en fait, ils ont raison. Donc, voilà. Et c'est là où ça devient vraiment hyper intéressant, c'est que, encore une fois, il n'y a pas une chaussure qui correspond à l'ensemble des personnes. C'est vraiment trouver la chaussure qui vous correspond. Et alors, effectivement, c'est un coup une super chose. Donc, malheureusement, il faudrait pouvoir être capable de les essayer toutes avec une mesure à chaque fois de l'économie de course pour dire c'est celle-là qui correspond le plus à ce coureur-là. Petite pause dans cet épisode. Si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite également à vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez cet épisode au format article avec toutes les références scientifiques mentionnées. Si vous souhaitez que je vous accompagne durant vos entraînements, rendez-vous sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et de nombreuses autres plateformes où vous retrouverez tous mes contenus au format podcast. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre les coulisses de Courir Mieux, mes aventures sportives, mes entraînements et également découvrir d'autres contenus, vous pouvez me retrouver sur Instagram à @courirmieux. Et enfin, pour les plus assoiffés de connaissances, on se retrouve sur le Patreon de Courir Mieux, où, contre une petite participation financière qui me soutient, vous aurez accès à des vidéos exclusives, des échanges avec ses membres et moi-même, et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Tous les liens sont dans la description, la pause est terminée, on retourne à ce Scientific Day. Dans la méta-analyse dont je parlais, il semble dire que toutes les plaques se valent pas. Alors il y a déjà une étude qui le mettait en avant parce que j'ai plus les modèles en tête qui ont été comparés, mais dans l'étude il comparait 7 chaussures dont la Metaspeed et par rapport à la Vaporfly qui est un peu la référence en termes de super shoes. Bravo Nike qui ont peut-être un peu plus de budget que les autres dans le développement. Et il montrait que en fait, les bénéfices en coût du déplacement que tu observais avec la Vaporfly, tu la retrouvais pas dans toutes les autres chaussures qui pourtant se présentaient comme super shoes. Tu le retrouvais avec la Metaspeed par exemple, et une autre. Et par contre, les 4 autres, tu retrouvais pas les mêmes bénéfices, qui laissaient entendre que la construction de la chaussure, de manière générale, importée, suffit pas de mettre une plaque dedans. Et la méta-analyse que j'ai vulgarisée en partie 1, elle disait un peu ça en disant que toutes les plaques se valent pas et que toutes les dimensions de plaques ou les formes de plaques se valent pas, et il y a peut-être même d'autres caractéristiques que j'ai pas mentionnées. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ça, et pour toi, il y a quoi qui est important en fait dans la construction ou dans l'utilisation d'une plaque?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et par exemple, nous, on avait fait une manip où on avait mis la plaque à 2 endroits différents dans la chaussure. On l'avait mis soit directement sous la première de propreté, donc vraiment sous le pied, ou alors on l'avait mis entre la semelle intermédiaire et la semelle externe, donc vraiment juste à la limite du caoutchouc. Et on montrait... avec des caractéristiques mécaniques de plaques identiques, on montrait des coûts de déplacement et des efforts mécaniques musculaires différents selon la position de la plaque. Et du ressenti aussi différent, parce que selon si on est directement sur la plaque ou non, c'est pas la même chose. Donc au final, il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu, et encore une fois, on est dans de l'individualisation. Par exemple, le projet Sub2 de Nike, les 18 derniers mois ont été passés à optimiser les plaques de 3 coureurs. Donc Kipchoge qui, derrière, a réussi à passer sous les 2 heures au marathon, même si c'est pas officialisé. Mais voilà. Et donc, il y a plein de caractéristiques qui rentrent en jeu. Un point que tu n'as pas mentionné, c'est la forme de la plaque. Donc effectivement, le fait que la plaque prenne tout le pied, c'est un point important, mais il y a aussi la courbure de la plaque qui va rentrer en jeu, parce que ça va solliciter ou participer au déroulé du pied d'une certaine manière. Et là, encore une fois, chacun est différent. Il y a des gens qui vont passer un petit peu plus de temps plat du pied, et puis ensuite qui vont basculer sur l'avant, enfin pied à plat plutôt, et qui après vont basculer sur l'avant, et d'autres où le mouvement sera beaucoup plus continu. Et on peut penser que la forme de la plaque, toute autre caractéristique étant égale par ailleurs, une forme de plaque différente pour ces 2 personnes-là aura des effets différents. Une question que je me pose par rapport à tout ce que tu as raconté depuis le début sur les plaques, c'est, tu as parlé du fait que ça dépendait de la vitesse de course, que ça dépendait des coureurs. Là, je voudrais resserrer un petit peu sur le trail. Est-ce qu'une plaque carbone va avoir un intérêt, selon toi, en trail, où les vitesses sont souvent relativement basses? En descente, on peut monter un peu, ou à plat, et encore, on ira souvent plus vite en descente qu'en plaque à plat. Mais est-ce que, selon toi, ça a un intérêt sur l'économie de déplacement? Est-ce que ça a un intérêt autre? Qu'est-ce que tu en penses dans les chaussures de trail, des plaques? Pour moi, des fois, je me dis, par rapport à ce qu'on sait des bénéfices des plaques en course sur route, ou en sortie route, en endurance sur route, l'introduction des plaques carbone en trail, je me questionne un peu, est-ce qu'il y a un effet marketing ou non? Est-ce que c'est commercial ou... ouais. Après, il peut y avoir des bénéfices qui sont des bénéfices peut-être de protection au niveau du pied, selon les terrains sur lesquels on court. Pour certaines vitesses de déplacement et certains niveaux d'athlètes, il peut y avoir aussi des bénéfices réels, parce que à plat, quand on commence à courir à 4 au kilo, ou donc 15 ou 16 à l'heure à plat, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Certainement pas le mien, mais voilà. Mais on sait qu'à partir de ce moment-là, les plaques carbone vont, les super shoes vont amener quelque chose de bénéfique. Après, encore une fois, hein, la super shoes, c'est pas uniquement la plaque. Et donc, tu vois, quand je regarde cette chaussure d'ASICS, donc cette super shoes d'ASICS de trail, le rocker avant est vraiment plus travaillé que d'autres chaussures. Donc ça aussi, ça participe à la perception de la chaussure. En trail, il y a un aspect qui est peut-être à mentionner et sur lequel il faut faire attention. Et les entraîneurs sur route en parlent aussi un petit peu. Le fait qu'on rigidifie l'interface entre le pied et le sol avec l'ajout de la plaque, ça laisse un petit peu moins de possibilités au pied à s'ajuster. Et donc, on diminue un petit peu le rôle actif d'amorti ou de la capacité d'adaptation du pied. Ça a une conséquence, c'est que potentiellement, on vient un petit peu plus solliciter le genou. Et il y a certains entraîneurs sur route qui mentionnent le fait qu'avec l'utilisation des super shoes, encore une fois sur route, il y a des athlètes qui commencent à se plaindre de douleurs au genou qui n'étaient pas présentes avant. Et ça, en trail, c'est peut-être
le point clé sur lequel il faut faire attention, parce que étant donné que les sollicitations au niveau du pied sont bien plus grandes et bien plus diverses qu'en course sur route, si jamais vous avez l'habitude de courir ou si vous commencez à courir avec des chaussures plaques carbone en trail et qu'il y a des douleurs au genou qui commencent à apparaître, qui sont pas naturelles, qui sont pas celles que vous rencontrez habituellement, si jamais vous en rencontrez habituellement, voilà, il faut peut-être être alerté un petit peu là-dessus en se disant, en fait, peut-être que ces chaussures carbone, malgré le prix et malgré ce que vous avez payé, elles sont pas pour moi. Oui, parce que ça me rappelle quelque chose que tu viens de dire. Je t'ai mis 2 super shoes entre les mains, mais en fait, là, tu vois, j'en ai 2 autres. Parce qu'elles sont les Fuji-Speed 3, également ont une plaque intégrale. Et pourtant, on voit bien qu'il y a quand même une différence entre les deux. Enfin, entre les deux, il y a quand même une différence d'épaisseur de mousse. Il y a la Fuji-Speed 3, c'est pas une super shoes. En tout cas, je la mets pas trop dans ces catégories, alors que la Meta Fuji Trail, clairement. Donc ouais, il y a peut-être d'autres bénéfices. Moi, j'avais quand même le sentiment que cet apport de rigidité, ça pouvait faire du bien dans certains terrains où t'as des chaussures, j'en ai peut-être pas beaucoup ici, peut-être la Long Sky, qui vont être extrêmement, je peux pas la tordre avec dans le micro dans la main, mais qui peuvent être extrêmement souples, se tordent un peu dans tous les sens, et du coup, c'était sur du chemin très accidenté, ou par exemple en terrain caillouteux, tu peux vouloir une chaussure qui se tord un petit peu moins et qui résiste un peu plus aux torsions, donc ça peut être une raison de vouloir une chaussure avec plaque, mais qui n'est pas forcément une super chose. Mais en fait, ça rejoint ce que tu dis depuis le début, ça va dépendre de la situation, du terrain qu'on prépare, de là où on va courir, de la course sur laquelle on va se présenter, etc. Oui, et après, alors il y a beaucoup de com qui a été faite sur la plaque carbone au niveau des super shoes, mais il y avait déjà des plaques avant dans les chaussures. Il y avait des shank plates qui étaient des plaques de protection ou des plaques qui étaient là justement pour rigidifier aussi la chaussure en torsion. Alors elles étaient pas forcément positionnées sur la totalité de la longueur de la chaussure. Elles n'avaient pas les mêmes caractéristiques. Il n'y avait potentiellement pas les mêmes recherches qui avaient été faites, mais pour moi, typiquement, la Merrell dont tu parles, en étant coureur occasionnel de niveau très moyen, ouais, comme moi. Moi, je sais qu'il y a un point qui est très sensible chez moi, c'est les douleurs sous l'avant-pied. Typiquement, j'ai plutôt une préférence pour des mousses de semelle intermédiaire assez souples. J'aime pas trop les mousses trop rigides. Et à partir d'un certain point, les chaussures vieillissent, la mousse vieillit, et je deviens ultra sensible des cailloux que je peux avoir sous cette zone-là, sous l'avant du pied. Et ce point-là, c'est typiquement un aspect qui peut être gommé par la présence des plaques. Et des plaques carbone, parce qu'encore une fois, les plaques qui étaient présentes avant, elles n'allaient pas forcément aussi loin sur l'avant du pied. Donc c'est peut-être un bénéfice qui peut exister. Et par exemple, il y a des marques, je crois que c'est Adidas qui fait ça, sur leurs shoes de trail, au lieu d'avoir des plaques complètes, y compris pour des aspects de brevet, je crois, ils ont plutôt des tiges qui viennent se mettre au niveau de l'avant-pied et qui viennent rigidifier la chaussure dans la partie longitudinale, mais qui potentiellement vont laisser un petit peu plus de liberté dans la partie torsionnelle, l'axe perpendiculaire. Donc, peut-être qu'il y a aussi cet aspect-là qui est à prendre en compte avec une rigidité longitudinale qui peut apporter des bénéfices et une certaine stabilité d'une certaine manière. Et puis, de l'autre côté, un petit peu plus de torsion ou de liberté permise. Et ça peut être intéressant selon les terrains, notamment en dévers. Parce que le pied va pouvoir s'adapter, la chaussure va pouvoir s'adapter et on aura moins l'impression, entre de gros guillemets, de courir avec une chaussure de ski où c'est le genou et la hanche qui sont obligés d'amortir un petit peu les mouvements du pied. En fait, là, tu renvoies au S-Lab Ultra, par exemple, de François Daen, qui ont une plaque PVC en fibre de verre, en H, ou la Tecton X3 qui vient de sortir de Hoka, que j'ai pas en test, mais qui est pareil, qui est avec une plaque carbone, mais en H, trouée au milieu, et qui vont peut-être pas avoir ce rôle de plaque intégrale incurvée comme on va avoir sur la Meta Fuji, où c'est clairement le cas, mais qui vont avoir un autre rôle avec un petit peu plus de souplesse,
rigidifier un peu la chaussure, mais on n'aura pas les autres bénéfices qu'on pourrait attendre forcément. Une question que je me posais, qui est peut-être un petit peu naïve, c'est si je prends une chaussure là que je t'ai amenée, alors je vais essayer d'en trouver une, si je te prends par exemple une Lova, la Nova Fortux, qui est la grosse épaisse, qui est ultra rigide sans plaque, est-ce que je peux envisager d'avoir des mêmes niveaux de bénéfices, parce que la mousse est super rigide, qu'avec une plaque, ou est-ce que c'est quand même vraiment des niveaux de construction différents, c'est quand même des matériaux différents et on peut pas compenser l'absence de plaque avec une mousse ultra rigide? Ouais, je pense à peu près. Pour moi, encore une fois, hein, les super shoes, c'est la combinaison de plusieurs caractéristiques. Et il ne s'agit pas de rigidifier la semelle pour avoir les mêmes bénéfices. Sinon, le conseil que j'aurais à tout le monde, c'est acheter une plaque PVC dans un magasin de bricolage, découpez-la, mettez-la dans votre chaussure et vous aurez une super chose. Non, ça marche pas comme ça. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Qualité de la mousse, géométrie, tout ça. Donc, je serais à dire plutôt non. Dans la littérature, alors tu l'as légèrement mentionné et je voulais quand même un petit peu creuser ce point. Dans la littérature, j'ai rien trouvé sur la relation peut-être parce que c'est trop tôt, hein, mais sur la relation entre plaque carbone, super shoes et blessure. Parce que c'est aussi une crainte. Alors, il y a 2 craintes que j'entends régulièrement. La première crainte, c'est haut en termes d'amorti. En termes de stack, c'est haut. Donc, j'ai plus de risque de me faire une cheville. Mais j'ai pas trop trouvé ça dans la littérature. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a rien apparemment publié. Ou alors, c'est rigide, c'est plus raide. J'ai un risque de blessure. Est-ce que, à part ce que tu as dit un peu là dans les douleurs genoux, on sait déjà quelque chose et j'ai raté le papier ou pour l'instant, c'est encore vague? Alors, moi, j'ai vu un papier où c'est une étude de 3 ou 4 cas qui ont rapporté des fractures de fatigue au niveau du naviculaire. Donc le naviculaire, c'est un os du pied, c'est celui qui fait le sommet de la voûte. Et c'est une pathologie qu'on retrouve normalement chez les personnes âgées. Et là, qu'on retrouve plus spécifiquement chez les personnes âgées. Le fait que des coureurs qui ont l'habitude de courir avec des super shoes développent ce genre de fracture de fatigue, ça laisse penser qu'il y a une redistribution quand même assez importante des contraintes mécaniques à l'intérieur du pied avec l'utilisation de ces chaussures. Ça peut aller justement très bien avec le fait que le naviculaire, c'est un peu la clé de voûte du pied. Si on l'enlève, on a une arche qui s'affaisse beaucoup plus et tout ça. Donc, potentiellement, il y a beaucoup de contraintes qui vont venir en compression sur cet os-là, qui pourraient être modifiées, voire augmentées avec l'utilisation de chaussures à plaque carbone ou de super shoes. Voilà, donc c'est peut-être moi, j'ai l'impression que je suis en train de réfléchir en même temps, mais c'est le seul papier que j'ai vu sur la partie blessure et plaque carbone. Donc en tout cas, il y a un point à surveiller, qui est peut-être une redistribution de charges ou de contraintes à certains endroits des pieds. Il y a peut-être aussi, c'est une petite parenthèse, hein, je suis pas pro super shoes, hein, c'est ça que je veux absolument le mentionner. Si j'avais un avis tranché sur le minimalisme, peut-être trop, mais en tout cas un avis tranché, j'en ai pas sur les super shoes et j'en ai en test, mais j'en utilise pas spécialement. Donc ce que je vais dire là, ça prendre avec des pincettes, mais peut-être aussi un effet d'habituation. On a parlé du fait qu'en minimalisme, par exemple, il fallait descendre progressivement. Là, les super shoes, elles ont inondé le marché du jour au lendemain. D'un coup, on passe de chaussures classiques à une paire de super shoes, peut-être du jour au lendemain comme ça. Peut-être que là aussi, en termes de contraintes, il y a prendre un peu le temps de se faire à cette nouvelle chaussure si jamais on veut utiliser une super shoes. Et je dis bien si on veut, parce qu'on ne doit pas forcément, mais si on veut. Et du coup, ça vient à ma question pour clôturer cette partie sur les choses, sur les super shoes, sauf si tu as quelque chose à rajouter dessus, évidemment. J'allais rebondir sur ce que tu viens de dire. Les super shoes, elles ont été montrées comme étant encore plus bénéfiques, en moyenne, encore une fois, et c'est pas valable pour tout le monde, mais encore plus bénéfiques à des vitesses de déplacement élevées. Qui dit vitesse de déplacement élevée dit contraintes mécaniques, physiologiques, énergétiques, toute la liste qui va bien, mais contraintes mécaniques plus élevées aussi. Et on peut avoir un effet cumulatoire ou cumulatif. Je sais pas. Les deux vont. Donc un effet d'addition entre
légère redistribution des contraintes mécaniques à l'intérieur du pied, plus une augmentation forte des contraintes mécaniques dues à l'augmentation de vitesse. Et donc, voilà, cet effet-là, il peut aussi être présent à l'utilisation des super shoes. Merci pour cette précision. Je conclus avec la question que je te pose à la fin de chaque petite partie. Je la modifie un petit peu. Je suis coureur, je voudrais mieux savoir comment choisir mes chaussures de course à pied de trail. À quel moment est-ce que je dois me dire peut-être que c'est utile d'essayer une super shoes? Et à quel moment toi tu dirais c'est pas la peine de t'y intéresser, pars sur une chaussure classique, ou t'en préoccupe pas, ça, de toute façon qu'il y en ait une ou pas, ça va pas trop t'aider? J'aurais une réponse différente pour la course sur route et le trail. Et je rajouterai une troisième catégorie qui est l'ultra trail. En course sur route, moi je dirais à partir du moment où le niveau de performance est présent, c'est-à-dire que on commence à courir des marathons à 4 kilos, donc ça fait du 3,20, 3,30, donc ça commence à être quand même du... Voilà. Ça commence à courir. Ça commence à courir. Et que les autres facteurs de l'entraînement ont été explorés, qu'on commence à plafonner un petit peu sur ces facteurs-là. Et ben là, ça peut valoir le coup d'aller essayer ces super shoes comme des outils supplémentaires d'amélioration de la perf. Parce qu'encore une fois, on est sur de l'interaction matérielle. Et la course à pied, il y a un aspect matériel qui vient de rentrer encore plus en jeu avec les super shoes. Donc ça, c'est la course sur route. Je vais sauter à l'ultra trail. Pour moi, en ultra trail, il y a peu de bénéfices à utiliser ces super shoes. Parce que dans 50 à 70% du temps, c'est de la marche. Voilà, les vitesses de déplacement moyennes sont relativement faibles. Voilà, je vois pas le bénéfice qu'on peut avoir, à part l'aspect protection et souplesse sous le pied dont on parlait, qui peut être un point bloquant et un facteur limitant pour certains coureurs. Et s'ils sont dépassés avec ces super shoes, tant mieux, autant y aller. Et après, il y a la zone intermédiaire où... pour moi, c'est vraiment individuel. Et encore une fois, le facteur principal, ça va être la vitesse de course et la sécurité, la stabilité de la chaussure. Selon le terrain, selon sur quoi quel est le support sur lequel on court, potentiellement, avec des super shoes qui sont pour l'instant assez rigides en longitudinal et puis en torsion, pour moi, et des stacks relativement élevés, pour moi, ça limite un peu leur applicabilité et le fait de pouvoir les utiliser sur tous les terrains. Mais encore une fois, pour certains coureurs, la performance est plus importante que le côté sécuritaire. Ils sont prêts à prendre le risque, entre guillemets, sur une course pour y aller. Voilà, donc vraiment pas tranché pour la route. Plutôt tranché pour les super shoes sur la route, si jamais tous les autres curseurs ont été poussés à fond et qu'il y a la volonté d'aller sur des performances élevées. Tranché aussi sur l'ultra trail avec plutôt un nom, mais encore une fois, c'est un avis très perso. Et puis, plutôt au cas par cas pour l'intermédiaire. Si je peux rajouter juste un point par rapport aux super shoes, pour moi, c'est des chaussures qu'il faut utiliser en étant adulte. Pour les enfants ou les ados, il y a d'autres leviers de perf que l'utilisation des super shoes qui sont chers à l'achat, mais ça, après, si les gens peuvent se le permettre, tant mieux. Et puis qui potentiellement vont modifier la manière de courir ou voilà, essayer ou faire jouer sur des curseurs de performance qui sont pour moi un peu précoces au niveau des ados ou des enfants. J'avais un peu, pour revenir sur l'aspect pécunier que tu as soulevé, ça coûte cher et des fois on veut s'acheter des super shoes. J'ai aucun souci avec ça. Moi je me disais, mais par contre, faut quand même aller s'entraîner. Tu vois, ça rejoint un peu ce que tu as dit, c'est peut-être que tu n'en as pas besoin. Si tu veux des super shoes, moi j'ai aucun souci. Quelqu'un qui fait un ultra avec des super shoes, moi j'ai pas de souci.
Mais quitte à mettre 250 balles dans une paire de chaussures, quand même, entraîne-toi avant l'ultra. Est-ce qu'elles vont pas tout faire? Mets-les dans un coach. Exactement. Dernière chose, une mini question pour finir sur les super shoes, parce que ta réponse m'y a fait penser. Est-ce que ça dépend, les bénéfices des super shoes dépendent vraiment de la vitesse de course ou de la force d'impact? Parce que, avec l'idée d'un effet rebond ou tu vois, d'une sollicitation, parce qu'on pourrait se dire que quelqu'un qui court très vite avec beaucoup de fréquence de pas, il a des pas qui ont moins d'impact. Quelqu'un qui court un peu moins vite mais avec des grandes foulées, il a des gros impacts, donc il sollicite beaucoup plus la chaussure. Est-ce que c'est la force d'impact au sol qui compte ou est-ce que c'est la vitesse pure? Alors c'est une bonne question et dans la littérature, c'est un débat qui n'est pas tranché. Déjà, la chose qu'on ne sait pas bien, c'est comment travaille la plaque. C'est-à-dire, est-ce qu'elle se déforme vraiment ou non? Disons que si la plaque se déforme, on pourrait imaginer un effet trampoline, avec la plaque qui se déforme et puis qui renvoie de l'énergie au moment de la poussée. Personnellement, je suis pas certain que ça soit cet effet-là. Pour moi, la plaque, elle se déforme pas et c'est une conséquence de la rigidité de la chaussure. Et il y a deux conséquences de la rigidité de la chaussure. Alors là, on rentre dans des aspects très techniques, mais on va, avec une plaque carbone et une rigidité longitudinale plus grande, on va aller décaler un petit peu le point d'application de la force de réaction du sol vers l'avant de la chaussure. Et donc, on va augmenter le bras de levier entre la cheville et le point d'application. Et donc, on aura un effet un petit peu plus important de la poussée qu'on va avoir. Ça, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect, c'est un effet balançoire, avec notamment avec les rockers, donc les semelles qui sont un petit peu plus bananes. En fait, c'est un petit peu comme quand vous êtes en haut d'une balançoire et que vous descendez, la personne qui est en face de vous sur la balançoire, elle va avoir tendance à sauter. Et ben, il y a une partie des auteurs qui considèrent que on a cet effet-là au niveau du talon et que la bascule de la chaussure avec la plaque rigide va faire entre guillemets sauter le talon et va aider à la propulsion. Donc voilà. Et comment ça marche? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Il faut encore un peu de travaux. Guillaume recrute des doctorants donc, pour travailler sur les super shoes. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer un mail. Il vous accueillera au labo avec plaisir. Je te propose qu'on arrive sur la dernière partie de cet épisode qui va être en fait des questions un peu sur ce que j'ai pas trouvé dans la littérature. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Peut-être qu'il y aura rien à dire et c'est pas grave. Peut-être que tu connais des choses qui sont importantes à mentionner. Par exemple, je voudrais aborder avec toi les crampons. Alors, si je retourne toutes les chaussures, bon, pas celles de route, mais on va avoir des crampons ultra différents. Si je te prends des extrêmes, là, on a une Fuji Speed qui a des crampons quand même très très light. Et je te prends à l'inverse, tu vois, par exemple les Merrell, là, tu as des crampons qui sont ultra violents. Tu prends les Genesis aussi, c'est pareil, c'est des crampons ultra violents. Il n'y en a quasiment aucune, si je les retourne petit à petit, qui a la même structure de crampons, la même épaisseur. Il y en a qui ont des petits plots, il y en a qui ont différentes formes d'appui, etc. Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait quelque chose dans la littérature sur qu'est-ce que c'est qui fait une bonne accroche d'une chaussure? Qu'est-ce qui fait de bons crampons? Est-ce qu'il y a une épaisseur optimale? Parce que dans ce cas, on n'a qu'à mettre des 10 mm et puis on n'en parle plus. Est-ce qu'il y a des formes optimales qui accrochent mieux en montée, mais en même temps qui évacuent peut-être aussi des choses qu'on pourrait avoir au milieu? Qu'est-ce qu'on sait? J'ai pas trouvé grand-chose. Je n'ai pas en tête d'études spécifiques sur ces aspects-là. Après, il y a plusieurs éléments. Déjà, parmi toutes les chaussures que tu as retournées, on retrouve quand même une structure assez identique et assez homogène au niveau des crampons. Il y a quelques années, par exemple, c'est les Asics Trabuco, je crois que c'était les 9 ou les 10, donc il y a longtemps, qui avaient des crampons qui étaient un petit peu différents des autres. En tout cas, à cette époque-là, il y avait des vrais, des vrais partis pris en termes de géométrie et en termes de forme des crampons. Oui, voilà, celle-là, la Salomon que tu viens de retourner, effectivement... C'est les plus foufous que j'ai en chaussures.
on se rend compte qu'on est sur des crampons qui sont quasiment continus sous la chaussure, alors que la majorité des autres chaussures que tu nous montres sont des chaussures avec des plots de crampons qui sont localisés. Et on se retrouve aussi maintenant de plus en plus avec des crampons qui sont aussi directionnels, avec des crampons orientés dans un sens au niveau du talon et orientés dans l'autre sens au niveau de l'avant-pied. Donc là, j'ai l'impression que c'est plus de l'empirisme et de l'essai-erreur à se dire, cette forme-là, elle a l'air de fonctionner. Les plots, c'est peut-être le meilleur compromis entre le dégagement de boue, le fait qu'on n'a pas de gravier qui vienne se coincer, et puis le moins de matière, donc le moins lourd, la souplesse et tout ça. Sur la hauteur, pareil, on se retrouve maintenant avec des crampons qui sont tous, j'ai l'impression, entre 3 et 6 mm. Voilà, donc, alors 6 mm de crampons, ça commence à être important. Voilà, mais globalement, on est tous autour, 3,5, 4. Voilà, la moyenne est à peu près là. Donc, par empirisme, on est en train de tomber là-dessus. Là, on vient de parler géométrie. Dans l'accroche, il y a la géométrie, mais il y a aussi la partie adhérence. Il y a la partie caoutchouc, matériaux, gomme. C'était ma question suivante, hein, donc vas-y. Alors là-dessus, on rentre vraiment dans de la tribologie et des aspects qui sont très complexes. C'est un petit peu la même chose que la glisse en ski. Voilà, qu'est-ce qui fait glisser un ski? Pour l'instant, il y a énormément de recherches qui sont faites là-dessus. Là, c'est un peu le pendant, mais c'est un peu la même chose. De mémoire, et peut-être que je dis une bêtise, les gens de Salomon m'excuseront ou répondront et me contrediront, mais quand Kilian Jornet a fait son record sur le Matterhorn, sur le Cervin, je crois que les gens de Salomon lui avaient sorti des chaussures avec des crampons identiques en termes de géométrie, mais des gommes et du caoutchouc différents selon la température et l'heure du jour à laquelle il pensait faire son record. Justement pour avoir une adhérence optimale. J'adore qu'on soulève ce point d'adhérence parce que pour tous les auditeurs qui regardent mes tests matériels, ils l'ont peut-être déjà vu. À ce jour, j'ai jamais trouvé dans tout ce que j'ai fait une paire qui avait une adhérence extrêmement prononcée. C'est-à-dire, par exemple, poser le pied sur un caillou mouillé, en montagne encore plus des fois légèrement froid, qui, comme tu viens de dire, la température joue, et voir le pied qui ne bouge pas. Là, on a du Vibram, on a du ASICS Grip, on a du Contagrip Salomon, les Lova, c'est les pires que j'ai testés en adhérence. Elles ont plein de qualités, je les adore ces chaussures. Là, celle-ci, c'est certainement ma chaussure préférée, la Amplux, je l'ai déjà dit 20 fois. Mais en termes de, si tu poses le pied sur une chaussure, sur une pierre mouillée ou une souche d'arbre mouillé, mais c'est une patinoire, ça glisse immédiatement. Et donc il y a des gens qui m'ont dit, ouais, en termes d'adhérence, moi, quand je pose mon pied, il glisse. Bon, alors déjà, c'est quand même énormément de demander de poser quelqu'un de 70 kilos avec un angle et d'espérer que le pied bouge pas. C'est vraiment qu'une histoire de gomme qui fait que la chaussure va adhérer, gluer, coller à un caillou mouillé, par exemple. Alors, je m'excuse par avance de la réponse, mais je pense que ça vient de toi. D'accord, très bien. Non, plaisanterie mise à part, tout à l'heure on parlait interaction matérielle, on parle couple coureur-chaussure. Si tu mets la même force verticale sur une tête d'épingle ou sur un clou ou sur un matelas, la tendance à l'adhérence sera complètement différente. Si tu mets 50 kilos sur un clou, sur ton caillou mouillé ou ta souche mouillée, probablement qu'il va adhérer. T'es pas en train de dire que je suis lourd? Non, pas du tout, pas du tout. Je dis peut-être que c'est la manière dont tu poses ton pied, la répartition des efforts, et peut-être aussi ton côté proprio et tes capacités de réaction ou d'anticipation à la glisse qui font que ta chaussure, elle adhère pas. Et peut-être que dans la même situation, sur le même caillou, à la même vitesse de course, quelqu'un qui court avec toi ne glissera pas alors que toi, tu vas glisser. Et du coup, est-ce que les gommes rentrent en compte dans cette adhérence sur surface un peu humide ou pas du tout? Oui, forcément. Des gommes, la composition de la gomme va rentrer en jeu. Encore une fois, la température joue aussi.
voilà, il y a des gommes hiver pour les pneus de voiture. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des compositions spécifiques qui, avec le froid, restent souples. Voilà, les caoutchoucs sur les semelles extérieures de chaussures, y compris sur les semelles intermédiaires d'ailleurs, ont des caractéristiques qui sont modifiées avec la température. Quand il fait froid, les chaussures, elles ont des mousses qui sont plus raides et potentiellement des gommes de crampons qui sont un petit peu plus rigides et qui glissent plus. Un autre, alors les rockers, on en a parlé un petit peu. J'ai pas trouvé pareil beaucoup de littérature là-dessus. Est-ce que, question assez simple parce que tu as quand même déjà beaucoup développé l'idée des rockers, est-ce que les rockers avant et arrière ont la même importance ou est-ce que là, comme on le voit sur les chaussures, il y a que le avant qui compte, qui est souvent plus travaillé ou est-ce que en fait les deux comptent comme là je l'ai pas avec moi mais je prends par exemple la North Face Vective Pro qui est vraiment un effet culbuto mais si on la met au pied, on a vraiment l'impression d'être sur un culbuto. Est-ce que les deux comptent ou est-ce que c'est surtout à l'avant que c'est intéressant un rocker? Je dirais que les deux comptent, mais pour des raisons différentes. Okay. L'arrière, c'est, je pense, ça va plutôt être intuitivement hein, au niveau de la pose du pied. Qu'on va avoir la possibilité soit de stabiliser ou non la chaussure. Je me souviens plus. Je crois que c'est North Face aussi qui a sorti, et je crois que c'est des chaussures de randonnée avec un talon proéminent derrière. Donc, en fait, c'est un anti-rocker. Je sais plus qui est la marque, mais à voir la chaussure, c'est peut-être Oka, non, c'est Oka. Ça fait vraiment bizarre. Donc, la partie rocker arrière va être plus importante au niveau de la pose du pied à l'impact et potentiellement entraîner une stabilisation ou une déstabilisation et puis une bascule vers le pied à plat. Maintenant, le rocker avant, lui, il va plus être responsable de l'évolution entre le pied à plat jusqu'à la partie propulsion. Et la Vective dont tu parles au niveau North Face, l'idée, c'est de cumuler un petit peu les deux. En faisant ça, on peut potentiellement basculer plus vite avec le pied vers l'avant, donc avoir une impression de dynamisme qui est beaucoup plus important. Mais la contrepartie, c'est que du coup, on n'a plus de phase stable avec le pied à plat sur le sol, où cette phase stable, elle nécessite peut-être un petit peu plus de contrôle musculaire. Et donc, dans le long terme, sur de l'ultra, peut-être que ça va venir diminuer un petit peu la performance ou la sensation de confort et tout ce qui va avec. Ok, super pour les rockers. Dernière question, dernière caractéristique de chaussures que je voudrais aborder avant que je te laisse éventuellement ajouter quelque chose. On a parlé de la rigidité longitudinale, c'est pas facile à dire. C'est-à-dire la rigidité entre l'arrière et l'avant du pied, la capacité à tordre la chaussure de sa pointe de pied vers le talon ou pas. Et on n'a pas beaucoup parlé de la rigidité transversale, c'est-à-dire, alors je sais pas comment le dire autrement pour les auditeurs, la chaussure à quel point est-ce qu'elle vrille sur elle-même, sa capacité à tordre la gauche de la chaussure vers la droite de la chaussure. Et moi, j'ai le sentiment en trail, si je prends l'exemple de la S-Lab Genesis, c'est la raison principale, j'adore cette chaussure, mais c'est la raison principale pour laquelle je suis pas parti avec elle sur une course que j'avais en terrain très accidenté, parce que je trouve que le talon tourne un peu trop avec l'avant. Et du coup, j'étais parti avec la Lova en Plux, parce que du coup, je trouve que ça y est moins. Est-ce qu'on connaît quoi que ce soit sur la rigidité transversale? Est-ce que en fait, ça découle de la rigidité longitudinale? Les deux sont liés et de toute façon, quand tu peux pas la tordre dans un sens, elle ne tordra pas dans l'autre. Est-ce que tu as des choses à nous raconter là-dessus? C'est en partie ce que je disais sur la chaussure Adidas avec les tiges au niveau de la plaque carbone qui justement laisserait un petit peu plus de flexibilité transversale. Et il y a un autre point qui est important à mentionner quand on parle de torsion entre l'avant et l'arrière du pied, c'est le rôle du contrefort. Et en fait, dans les chaussures que tu montes, là, la Genesis de Salomon, en fait, le contrefort au niveau du talon, il est ultra souple. Et donc, potentiellement, ton pied, il aura peut-être plus de facilité, ou ta chaussure, elle aura peut-être plus de facilité à tourner autour du pied. Et peut-être que tu vois la phrase que tu avais en termes de ressenti en disant en fait j'ai l'impression que mon avant et mon arrière du pied ils tournent l'un par rapport à l'autre et tout ça. En fait c'est peut-être simplement que ta chaussure elle est pas tenue au niveau du contrefort talonnier. Et tu vois typiquement
si jamais c'était la seule caractéristique qui faisait que tu partais pas avec cette chaussure-là sur de l'ultra, moi ce que je ferais, c'est j'irais voir mon cordonnier et je lui demanderais de venir coudre un truc à l'extérieur pour rigidifier le talon et pour tester. Voilà, pour voir ce que ça dit. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pas pris la S-Lab Genesis, c'est que j'ai pris la Lova parce que justement, c'est la seule chose qui me gênait dessus, sinon je la trouve super cette chaussure pour du long. Eh ben, tu vois, moi, je serais à essayer de rajouter quelque chose pour venir rigidifier le contrefort au niveau du talon et voir parce que, tu vois, la Lova que tu me montres à côté, elle a une espèce de coque. Voilà, une coque, alors c'est du carton ou du plastique au niveau du contrefort du talon qui la rigidifie. Eh ben, merci pour cette précision sur la rigidité transversale. Oui, pardon, ça me fait penser à quelque chose. Cette rigidité transversale, elle est aussi dépendante de ta capacité musculaire intrinsèque au pied. C'est mon... Ouais. Donc je dois bosser mes intrinsèques du pied, c'est ça que tu veux me dire. Exactement. En gros, les muscles intrinsèques du pied ont la capacité de rigidifier le pied. Et on sait qu'ils se fatiguent. Et comme... toute muscu, le fait d'avoir des muscles intrinsèques du pied qui soient plus forts, potentiellement ça retarde l'apparition de la fatigue et potentiellement ça peut aussi retarder cette sensation de avant-pied, arrière-pied qui bouge l'un par rapport à l'autre et donc d'instabilité intrinsèque. Donc on est sur une interaction homme-matériel, coureur-chaussure, donc l'instabilité elle peut provenir de la chaussure. Elle peut provenir du pied et elle peut provenir de l'interaction des deux. Et elle peut être améliorée grâce aux deux, également avec la chaussure et avec l'humain. Tout à fait. Du coup, on se retrouve dans un an, Guillaume, pour un épisode sur les intrinsèques du pied. Parce qu'on a un rendez-vous annuel à peu près maintenant, c'est acté. Dernière question que je vais te poser pour conclure cet épisode. Si là, je te dis, Guillaume, qu'est-ce que tu me conseilles pour bien choisir ma chaussure de trail? C'est quoi que tu aimerais que les auditeurs retiennent comme message clé de ton épisode et de tes conseils à toi, avec ou sans littérature à l'appui pour bien choisir une chaussure? C'est une question qui est hyper compliquée et la réponse, elle est hyper individuelle. Le conseil que j'aurais, c'est de dire, s'il y a une chaussure qui vous correspond et avec laquelle vous êtes bien, ne vous éloignez pas trop du style de chaussure c'est-à-dire le drop, la forme de la semelle, voilà, l'écartement, la place qui est laissée à l'avant du pied, la tige. Alors des fois, certaines marques, d'un modèle à l'autre, d'une année à l'autre, changent drastiquement les tiges. Par exemple, ça a été le cas chez ASICS au niveau des trabucos à un certain moment. Ils avaient changé la tige et les gens qui couraient en trabuco, qui étaient la référence en trail au tout début du trail pendant de nombreuses années, se sont dit en fait cette chaussure-là, elle me convient plus. Voilà, donc si j'avais des conseils, ça serait de pas trop changer le type de chaussure et puis surtout d'être confortable dans la chaussure. Parce que c'est probablement, et en trail c'est encore plus prégnant, le point qui fait que on est capable de durer et de se faire plaisir en montagne ou dans la nature. Et pour moi, c'est quand même une partie de l'essence du trail, c'est d'être capable de profiter de l'endroit où on court. Donc si la chaussure devient un facteur limitant du plaisir qu'on prend dans la nature, c'est que quelque part on a manqué quelque chose, quoi. J'adore ton message. On va encore avoir, toi et moi, un petit moment d'échange réservé aux abonnés Patreon avec des questions un peu plus poussées. Par exemple, est-ce qu'il faut changer de chaussures pendant un ultra? Quelle est la durabilité d'une mousse? Est-ce qu'il faut avoir plusieurs chaussures à l'entraînement ou une seule? Mais je te laisse pas répondre, c'est réservé aux abonnés. Pour les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici, je te remercie. Dans la partie 2, on a dit où est-ce qu'on pouvait te trouver, donc je remettrai ton ResearchGate en lien de l'épisode. Et ouais, encore une fois, merci beaucoup pour toute ton expertise, parce que tu nous as vraiment régalé avec énormément d'informations précieuses. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. À bientôt, Guillaume. Voilà. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a aidé, éclairé, guidé vers des réponses, inspiré ou simplement diverti. Il a été rendu possible grâce au soutien de mon partenaire Nutrition for Endurance, qui propose une large gamme d'excellents produits de nutrition sportive comme des gels énergétiques, des boissons sportives et des bars. Personnellement, je vous recommande le Endurance Energy Unit Gel saveur citron et le Energy Unit Drink saveur pastèque qui, en plus d'être bons, ont une composition cohérente avec la littérature scientifique.
Si vous souhaitez utiliser les mêmes produits que moi pour vos entraînements et vos courses, ou d'autres, je vous invite à vous rendre sur forendurance.fr. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.